Alors il faut savoir une chose, en France, quand un mineur commet une infraction, eh bien il n'est pas du tout jugé comme un adulte. Non, il entre dans un système qui lui est propre, un système avec ses propres règles et surtout ses propres protections. C'est ce monde un peu à part qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Du coup, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Concrètement, comment est-ce que la loi française s'y prend pour protéger les mineurs qui se retrouvent face à la justice? Pour y répondre, on va tout simplement suivre leur parcours, étape par étape. Allez, on commence par le commencement. Avant même de plonger dans le droit des mineurs, il y a un principe fondamental qui s'applique à absolument tout le monde en France. On peut voir ça comme une sorte de carte joker du droit pénal. Il s'agit de la légitime défense. En gros, l'idée, c'est que la loi autorise une personne à faire quelque chose qui est normalement interdit, mais pour se défendre face à une attaque. Mais attention, ce n'est pas un permis de tout faire. La réponse doit être immédiate, nécessaire et surtout proportionnelle à l'attaque. Et c'est ce mot proportionnel qui est vraiment la clé de tout. Pour que ce soit bien clair, regardons quelques exemples. Un gendarme qui se sert de son arme pour sauver son collègue en danger de mort, oui, là c'est jugé proportionnel. Par contre, poignarder quelqu'un juste parce qu'on s'est fait insulter, ah non, là c'est totalement disproportionné. Et tirer vers les pieds de 4 agresseurs armés pour les faire fuir, eh bien oui, ça c'est une défense mesurée. On voit bien que tout est une question d'équilibre. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre général, revenons à nos mineurs. Pour eux, le parcours judiciaire commence souvent lors de l'enquête. Et c'est dès ce tout premier contact avec la police que des protections très spéciales s'activent. Dès le début, c'est comme si la loi déployait un véritable bouclier autour du jeune. L'objectif, ce n'est pas seulement de découvrir la vérité, mais de le faire sans écraser le mineur, en prenant toujours en compte sa vulnérabilité. Et ce bouclier, justement, il repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, on prévient immédiatement les parents ou les tuteurs légaux. Ensuite, et ça ce n'est pas une option, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Et enfin, un point crucial, tout est filmé. Chaque mot de l'interrogatoire est enregistré. Ces 3 verrous sont là pour s'assurer que tout se passe dans les règles. Et ça nous amène à une conséquence qui est juste énorme. La loi dit, en substance, qu'on ne peut pas condamner un mineur uniquement sur la base de ce qu'il a dit. En clair, si un jeune avoue quelque chose, mais qu'il n'y a absolument aucune autre preuve à côté, eh bien ces aveux seuls ne suffisent pas. C'est une protection immense contre la pression et les fausses confessions. Ok, une fois l'enquête terminée, on passe à l'étape suivante, le procès. Et là encore, le système pour les mineurs a une règle bien à lui. Tout se passe loin des regards du public. Le principe est simple, les audiences ont lieu à huis clos, ou plus précisément en chambre du conseil. Pourquoi? Eh bien, l'idée, c'est de protéger la vie privée du mineur, d'éviter de le stigmatiser et de lui donner une chance de se reconstruire plus facilement, loin du jugement des autres. Mais attention, huis clos, ça ne veut pas dire secret. La salle d'audience n'est pas vide, loin de là. Toutes les personnes qui sont directement concernées sont présentes. La victime, les témoins, les avocats et bien sûr la famille et les proches du mineur. Le but, c'est de créer un cercle restreint et protecteur en excluant simplement les curieux. Et après, si un mineur est placé dans un établissement, que se passe-t-il au quotidien? Il faut savoir que la loi encadre très précisément la vie à l'intérieur, toujours entre éducation et sécurité. Dans ces centres, tout est vraiment une question d'équilibre. Il faut d'un côté garantir la sécurité de tous et de l'autre, poursuivre la mission principale de la justice des mineurs, qui reste l'éducation et la réinsertion. On a donc d'un côté des mesures de sécurité, comme l'inspection des chambres par exemple, et de l'autre des droits fondamentaux qui sont maintenus, le droit à l'éducation, à la formation, mais aussi l'obligation d'organiser des activités culturelles. Il y a même ce qu'on appelle des groupes d'expression pour que les jeunes puissent donner leur avis. C'est cet équilibre permanent entre la contrainte et la réhabilitation. Alors là, cette comparaison est super parlante, vraiment. Elle montre quelle est la priorité numéro 1 du système, la protection de la vie privée du mineur. Regardez, les parlementaires, qui sont là pour le contrôle démocratique, ont un accès total, à n'importe quel moment. Par contre, pour les journalistes, les conditions sont ultra strictes. Ils doivent être accompagnés, ils sont limités en nombre, et surtout, interdiction absolue de diffuser quoi que ce soit qui pourrait permettre d'identifier un jeune. L'anonymat et le droit à l'oubli, c'est sacré. Au final, on se rend compte que tout le système est construit sur cette tension permanente. Est-ce qu'il faut punir ou est-ce qu'il faut éduquer? Faut-il sanctionner l'acte passé ou préparer l'avenir de la personne? Trouver ce juste équilibre, c'est le défi de tous les instants pour cette justice qui n'est décidément pas comme les autres. Ah, le droit civil, naviguer sans boussole dans la matière. Voici la clé pour structurer votre pensée. Maîtriser la méthodologie, pas à pas. Analyser, rédiger avec assurance. Pour les étudiants, les pros du droit, le succès est à portée de main. Votre guide, c'est ce livre.